vais vous demander à présent d'accueillir Monsieur Frédéric Fréry, tout de suite, qui nous rejoint sur scène. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP à Central Supélec. Vous avez aussi enseigné à la Stanford University, à l'Université du Texas à Austin. Et parmi vos nombreux ouvrages, il y a Stratégique. C'est le manuel de stratégie le plus vendu dans le monde francophone. Il y a également 100 idées impertinentes pour mieux manager. C'est le premier ouvrage original en français publié par la Harvard Business Review. Et vous intervenez aussi régulièrement dans les médias économiques. Voilà pour le palmarès. Alors, les professions libérales connaissent depuis des années un modèle économique efficace qui a connu de beaux succès, mais dans le contexte dont on parle, c'est impossible de ne pas se transformer. On va voir avec vous quels sont les impératifs pour les professions libérales, quelles sont les évolutions possibles, et puis les nouveaux modèles économiques qui sont en train de se dessiner. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Moi, je suis effectivement professeur de stratégie et quand les professeurs abordent une question comme celle-là, on a tendance à utiliser des modèles. Et il y a un modèle que j'aime bien utiliser pour comprendre cette situation, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le modèle de la dinde. Alors, supposez une dinde, et cette dinde a une caractéristique qui est un petit peu étrange pour un volatile, elle est dotée d'un raisonnement inductif. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le raisonnement inductif, l'induction en logique. Alors, ce n'est pas comme en cuisine. L'induction en logique, c'est lorsque vous tirez des règles générales de l'observation d'événements particuliers. Vous observez des choses et vous en tirez des règles générales. Et il se trouve que, pour une raison qu'on ignore, eh bien, cette dinde est dotée de cette capacité de raisonnement inductif. Et ce que fait la dinde, c'est qu'elle regarde comment son bien-être a évolué au cours du temps. Et elle remarque que, depuis qu'elle est née, elle observe une amélioration continue de son bien-être. La quantité de graines qu'elle reçoit chaque jour augmente légèrement. Le fermier fait de plus en plus attention à son confort. Le fermier est la définition même du brave type, au passage. On change sa litière de plus en plus souvent. Enfin, tout se passe extrêmement bien. Et puisqu'elle est dotée d'un raisonnement inductif, eh bien, quelle conclusion est-ce qu'elle tire de cette observation du réel ? Eh bien, que ça va continuer. Et donc, elle prolonge la courbe et elle suppose que sa vie finira dans un certain nombre d'années, le plus lointain possible, dans une sorte de nirvana dindinesque. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'il lui manque une petite information que nous, on peut rajouter et que vous voyez venir, qui est l'échelle de temps. Et quand on rajoute l'échelle de temps, eh bien, le 24 décembre, il se produit ce qu'on appelle, nous, en stratégie, une disruption. C'est-à-dire que brutalement, l'avenir de la dinde n'est pas du tout celui qu'elle avait envisagé. Alors bon, c'est amusant, c'est pas amusant du tout pour la dinde, au passage. Alors c'est pas de moi, je l'ai volé à Nassim Taleb, l'auteur du Cygne noir, qui lui-même l'a volé d'ailleurs à Bertrand Russell, célèbre logicien du début du XXe siècle. Et la règle qui est extrêmement importante en stratégie par rapport à cette histoire de dinde, eh bien c'est la suivante. Le succès passé n'implique pas le succès futur. Ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné jusque-là que vous pouvez dire que ça va fonctionner dans l'avenir. Ça ne prouve strictement rien. Alors, sauf si vous avez un modèle explicatif qui permet de comprendre pourquoi ce succès est advenu. Mais sinon, ça ne prouve strictement rien. Alors vous pourriez l'inverser, vous pourriez vous dire c'est pas parce que quelque chose n'a jamais marché que ça va pas finir par marcher un jour. Enfin, on va essayer d'éviter que cette conférence soit fondée sur des modèles économiques ratés en espérant qu'ils réussissent. Non, ce qui va nous intéresser, c'est comment maintenir un succès durable, donc, dans un environnement qui nécessairement n'est pas celui qu'on peut anticiper en s'appuyant sur le passé. Moi, ce que je crois, évidemment, étant professeur de stratégie, c'est qu'il y a un impératif de la stratégie par rapport à cette règle-là. Et qu'il faut avoir un raisonnement stratégique pour essayer d'aller outre ce petit problème d'anticipation. Alors, tant que j'y suis d'ailleurs, vous pouvez utiliser maintenant cette histoire de la dinde d'une manière hygiénique. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous assisterez à une réunion, vous verrez quelqu'un qui va présenter l'évolution d'un phénomène passé, vous savez, alors ça peut être une réunion, je ne sais pas, budgétaire, commerciale, enfin ce que vous voulez, avec une évolution en trait plein, vous voyez, sur 2023, 2024, 2025. Et puis après, il y a des pointillés sur 2026, 2027. Vous voyez ça tous les jours. La prochaine fois que vous voyez ça, dites-vous, alors plutôt dans votre tête quand même, parce que sinon ça peut être un peu agressif, mais dites-vous dans votre tête, tiens, une dinde. Parce que l'être humain adore faire ça, en fait. On adore prolonger les courbes, parce que sinon, vu qu'on est un être pensant, on peut être pris une espèce de vertige existentiel si on n'arrive pas à anticiper ce qui va se passer. Et donc, on se met à anticiper même des choses qui n'existeront jamais, et qui, la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ne sont qu'une extrapolation fausse du passé. Bon, voilà. Donc, avoir un raisonnement stratégique, ça permet peut-être de sortir de ce présupposé un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est que la stratégie fondamentalement en entreprise ? C'est assez simple à comprendre. À la base, c'est une histoire d'allocation de ressources.
J'ai des ressources, elles sont financières, humaines, matérielles, relationnelles, etc. Où est-ce que je vais les allouer? S'il y a un mot qui pouvait résumer la stratégie à lui tout seul, ce serait choisir. Alors vous le savez évidemment, choisir, c'est renoncer. Et donc la question la plus essentielle qu'on a en stratégie, ce n'est pas où est-ce que je vais mettre mes ressources. La question la plus essentielle, c'est où est-ce que je ne vais pas les mettre. Décider de ce que l'on ne fera pas est éminemment plus important que décider de ce que l'on fera. Bah oui, parce que si on dit oui à tout, on va se retrouver avec un portefeuille d'activités assez étrange, où on fera un petit peu de tout, et quand on fait un petit peu de tout, on ne fait pas tout bien. Non, on commence à avoir une véritable stratégie lorsqu'on a décidé ce qu'on ne fera pas. Le problème, c'est que dire oui, c'est très facile, ça ne nécessite pas d'explication. Dire non, il faut s'expliquer. Et c'est pas facile. Si vous avez un client qui demande quelque chose et vous pourriez le faire, et vous dites au client non, désolé, cher client, on ne va pas le faire, il va falloir s'expliquer. Si vous avez des collaborateurs qui ont une idée intéressante qu'on pourrait faire, vous dites, non, on ne va pas le faire. Il va falloir s'expliquer. Et donc, ça, c'est la base de la stratégie. C'est ce que vous allez donner comme explication, en fait, pour dire non. Ce sera le début du commencement de votre raisonnement stratégique. Il y a un dicton d'entrepreneur que vous connaissez peut-être, qui est très bien à cet égard, qui dit, si tu dis oui à tout, tu vas faire du chiffre. Mais si tu veux faire du résultat, il faut apprendre à dire non. Et donc, être capable de décider de ce qu'on ne fera pas est le début, je dirais, d'un raisonnement stratégique. Donc, une allocation de ressources, où est-ce que je mettrai mes ressources et surtout où est-ce que je ne les mettrai pas, ça c'est très important. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un engagement de l'entreprise, bien évidemment, parce que si vous changez vos choix d'allocation de ressources en permanence, vous êtes une feuille dans le vent, vous êtes un bouchon à la surface, vous vous laissez porter par le courant, mais il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait appeler une stratégie. Une stratégie, c'est le jour où vous allez vous engager sur des choix. Alors bien évidemment, ça suppose que derrière, il y a une qualité absolument essentielle à tout dirigeant et à tout stratège, c'est la capacité à renier publiquement ses engagements tout en restant crédible. Est-ce que de temps en temps, il faudra les changer, les engagements, bien sûr, parce qu'on s'est peut-être trompé. Et donc là, il faut être capable de les changer publiquement et ne pas attirer, évidemment, les huées. Et malheureusement, on voit qu'il y a un certain nombre de dirigeants, alors évidemment pas dans cette salle, qui, plutôt que de se mettre devant leur partie prenante en disant « je me suis trompé et donc la stratégie que j'avais annoncée n'est pas la bonne et donc j'en annonce une nouvelle et on est reparti », ils ont très peur que la réaction soit « ouh là là, quelle girouette, cette personne est totalement incompétente ». Et donc, pour éviter de passer pour des inconséquents, ils préfèrent s'enferrer dans l'erreur. Et malheureusement, ça se constate un certain nombre de fois. Et puis bon, évidemment, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? La question derrière, la réponse, c'est évidemment pour un succès durable. L'idée, c'est d'avoir un succès durable dans une organisation. Le mot durable ayant évidemment plusieurs sens, et vous mettez celui que vous voulez, mais l'idée, c'est d'avoir du succès. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire, comment je m'engage sur ce choix-là, avec la possibilité éventuellement de renier mon engagement si ce n'était pas la bonne idée, mais avec un objectif de succès. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une position stratégique. Alors évidemment, pour concevoir des stratégies qui sont intelligentes, il faut qu'on regarde un petit peu comment évolue l'environnement. Ça ne se fait pas, c'est pas du travail en chambre. Et il y a un certain nombre d'évolutions très intéressantes ces derniers temps pour les professions libérales. Il y a je pense des tendances sociologiques qui sont assez fortes. Notamment, il y a des problèmes de succession, on le voit de plus en plus dans beaucoup de professions, parce qu'un certain nombre de jeunes ne se voient pas forcément indépendants et se verraient bien salariés, en fait. Et ça peut poser des problèmes qui sont non négligeables dans quelques professions. Ce n'est pas absolument général, mais ce n'est pas négligeable quand même. Et je sais qu'il y a des professions qui ont du mal à trouver des jeunes, des repreneurs, parce que, ma foi, avoir la responsabilité de tout le fonctionnement de l'organisation, c'est quand même plus simple d'être salarié. Affaire quand même à garder dans un coin de sa tête. Deuxième chose, évidemment, il y a des évolutions économiques qui sont évidentes. Je rappelle que dans certaines professions, il y a déjà une industrialisation, une présence de fonds d'investissement qui est extrêmement importante. Vous avez vu ce qui s'est passé peut-être sur les laboratoires d'analyse médicale, où il y avait, je crois, plusieurs dizaines de milliers d'indépendants il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, vous avez 4 principales structures qui sont à plus de la moitié en fait, de la profession. Et ça peut arriver dans d'autres industries, parce qu'il y a un certain nombre de professions libérales qui sont intéressantes pour des investisseurs, non pas tant en termes de rentabilité d'ailleurs, mais surtout en termes de trésorerie. Ça leur assure des rentrées d'argent en fait, qui sont régulières, et ça peut attirer des investisseurs. Et on voit clairement des investisseurs arriver dans beaucoup de professions successives. C'est quelque chose d'important. Il y a des évolutions politiques aussi, elles ont déjà été évoquées, donc j'y reviendrai pas, vous les connaissez parfaitement. La volonté de libéralisation, j'aime beaucoup cette photo d'ailleurs, où on voit que l'exercice du pouvoir
voir, ça vieillit beaucoup quand même. Hein. Mais bon, il y a une volonté de libéralisation, effectivement, qui est importante au niveau national et au niveau international. Il faut quand même qu'on passe un petit moment sur les évolutions technologiques. L'intelligence artificielle générative, je n'ai pas mis générative, mais c'est ce que nous avons tous à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez la définition officielle. Elle est assez insupportable, en fait. Un algorithme qui repose sur l'analyse statistique d'un ensemble de données pour générer le contenu le plus probable. Alors, ouais, il faut réfléchir à deux fois, il faut le relire plusieurs fois. Moi, j'ai une manière beaucoup plus simple d'exprimer ça. C'est lorsque vous utilisez votre téléphone et que vous tapez un mot sur le clavier, on vous propose le mot probable le plus suivant, le suivant le plus probable. Vous avez certainement déjà vu ça. Mon cerveau ne fonctionne pas aussi bien que mon téléphone, d'ailleurs. Donc, on vous propose le mot suivant le plus probable. Et ben, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que ça prend tout un corpus d'informations qui lui ont été fournies, des mots essentiellement, et par rapport aux mots que vous êtes en train de taper, ça propose toujours le mot le plus probable. Et ça fait ça quand vous demandez de rédiger des textes à une vitesse des milliers de fois supérieure. Ça s'appuie sur un corpus existant pour prévoir quelle va être la chose la plus probable qui va arriver ensuite. Ça vous rappelle pas quelque chose dans l'introduction ? S'appuyer sur le passé pour anticiper ce qui va se passer dans le futur ? Oui, en fait, l'intelligence artificielle générative est une dinde. C'est une hyper méga supra dinde qui va extrêmement vite, mais ce n'est pas autre chose en fait que quelque chose qui s'appuie sur le passé pour, de la manière la plus probable, vous expliquer ce que c'est que le présent et le futur. C'est donc totalement incapable de faire quelque chose d'improbable au passage, parce que par définition, ça s'appuie sur la probabilité. Une illustration amusante de ça, je ne sais pas si vous avez déjà demandé à une intelligence artificielle de vous faire la photo d'une montre qui indique, allez, je sais pas, on va dire 23h30. Eh ben, elle va vous faire toujours ce que vous avez sous les yeux, là, 10h09. Je dis, non, je veux 23h30. Et elle va vous refaire 10h09. Je dis, je sais pas, alors, fais-moi, je sais pas, moi, 14h22. Et elle vous fera toujours 10h09. Et pourquoi elle vous fait toujours 10h09 ? Parce qu'elle a été gavée de toutes les photos de montres qui existent sur Internet. Et vous pourrez vérifier, toutes les photos de montres qui sont sur Internet sont toutes à 10h09. Pourquoi ? Parce que les vendeurs de montres se sont rendus compte il y a très longtemps que c'est la meilleure manière de présenter un cadran de montre parce que ça ne cache pas les numéros et donc ça permet d'avoir un bel équilibre en plus. Et donc toutes les photos de montres sur tous les sites de vente sont toutes à 10h09. L'IA, elle a toujours vu une montre, c'est un truc avec deux trucs à 10h09. Elle vous fait toujours ça, elle n'est pas capable de faire autre chose. Vous voyez l'idée ? Bon, c'est une dinde, quoi. Alors, à partir de là, vous avez des choses étranges. Vous avez des gens, vous voyez, par exemple, qui vous disent je dis merci à ChatGPT quand je m'en sers, parce que comme ça, quand l'intelligence artificielle a pris le contrôle du monde, elle se souviendra que j'étais sympa avec elle. Ça existe. Ça donne une petite tendance quand même qui est très étonnante, c'est à penser qu'on a vraiment face à nous quelque chose d'intelligent. Or, je voudrais rappeler quand même que ce n'est qu'un système probabiliste à coup d'algorithme. Ce n'est pas quelque chose d'intelligent. D'accord ? Ça donne l'impression d'être intelligent, mais ça ne l'est pas. L'être humain a une caractéristique qui est assez étonnante, c'est que nous sommes victimes, en quelque sorte, du phénomène de pareidolie. Vous savez, la pareidolie, c'est quand on a la propension à avoir du sens là où il n'y en a pas. Vous connaissez certainement, on voit des animaux dans les nuages, il y a des gens qui avaient vu une tête sur Mars aussi, on était convaincus qu'il y avait des Martiens aussi, il y avait une tête sur Mars, c'est une question d'ombre et d'éclairage. L'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on voit des phrases qui sont extrêmement bien rédigées, donc on se dit derrière, il y a sûrement un truc intelligent derrière, alors que c'est juste la probabilité, les mots qui se succèdent les uns après les autres. Ce n'est pas intelligent. Alors je suis sûr que Julia vous en parlera cet après-midi, mais l'intelligence artificielle n'est pas intelligente en fait, c'est une simulation d'intelligence. Il faut toujours se souvenir qu'on est face à un système probabiliste de simulation. Alors l'impact sur le métier, il y a 3 prédictions. Vous les avez certainement déjà entendues, ces 3 prédictions, mais je voulais les rappeler quand même parce qu'elles sont importantes. Il y a 3 points de vue en fait. Le premier point de vue, c'est l'IA créera autant d'emplois pour les humains que l'automobile n'en a créé pour les chevaux. Ça, c'est la prédiction pas sympa, clairement. Mais qui sait ? La deuxième, qui a été évoquée d'ailleurs, c'est l'IA éliminera les tâches humaines qui déjà n'auraient pas dû exister. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, avec une petite musique qui commence à se faire entendre dans l'enseignement supérieur, c'est que, oui, mais le problème, c'est que les tâches les plus ingrates, en général, sont données aux débutants.
Et donc, si on n'a plus besoin des débutants, on va faire des grosses économies, hein. Notamment, ça se passe dans les cabinets de conseil, dans les cabinets d'avocats, etc. Il n'y a plus besoin de recruter des débutants, parce que l'IA le fait très très bien. L'ennui, c'est que si on n'a plus de juniors, qui deviendra senior? Et c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. C'est-à-dire que les seniors vont être très riches pendant un moment, s'il n'y aura plus de juniors, mais après, on ne sait pas trop, quoi. Donc ça peut être un petit peu inquiétant, et on sent évidemment une conséquence très importante, c'est le recrutement des jeunes aussi, qui a été évoqué tout à l'heure. Sinon, la troisième possibilité qui est intéressante, c'est l'IA ne remplacera pas les humains, mais les humains qui utiliseront l'IA remplaceront ceux qui ne l'utiliseront pas. Et la photo que je vous ai mise là, je l'aime bien parce qu'elle illustre l'exemple que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'un chauffeur VTC qui est à Toulouse et qui a doublé son chiffre d'affaires grâce à ChatGPT. Alors vous diriez, comment il peut faire avec... c'est une voiture autonome, c'est quoi? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, en début de semaine, il demande à ChatGPT quels sont les principaux événements qui auront lieu sur l'agglomération dans toute la semaine. Et fais-moi un planning journalier pour que je sois toujours à l'endroit où il y aura le plus de clients. Et bien grâce à ça, il ne fait pas plus de courses qu'avant, il ne travaille pas plus qu'avant, mais il a doublé son chiffre d'affaires. Et donc, même sur des professions sur lesquelles on ne les attendrait pas, ceux qui utiliseront l'IA auront un avantage concurrentiel significatif sur ceux qui ne l'utiliseront pas. Ouais. Alors, il y a deux évolutions radicales, en fait, derrière tout ça, des modèles économiques, des professions libérales qu'on peut anticiper. La première, c'est que beaucoup de ces professions fonctionnent sur des frais variables à l'heure actuelle, parce que ce sont des petites structures, bien évidemment. On peut faire l'hypothèse quand même que ça va évoluer vers de plus en plus des frais fixes, et notamment les frais fixes technologiques. Et à cet égard, bien évidemment, il y aura possibilité d'exploiter les économies d'échelle, parce que ça, c'est consubstantiel des frais fixes. Et si on exploite les économies d'échelle, c'est que ça peut donner un avantage concurrentiel aux acteurs les plus gros, et donc renforcer encore la concentration. Ce n'est pas inenvisageable du tout. Je rappelle à ce propos que OpenAI, la société à qui nous devons ChatGPT, perd à peu près, alors c'est pas complètement sûr, tout n'est pas public, mais à peu près 1 milliard par mois. Ça ne peut pas durer éternellement, cette affaire. C'est-à-dire que forcément, tout ça va devenir payant obligatoirement au bout d'un moment. Tous les investissements qui sont faits à l'heure actuelle, il va falloir avoir un retour sur investissement, et donc ça va devenir payant, et il est probable que ce ne soit pas donné. Et donc, il y a des investissements technologiques coûteux qui seront à réaliser. La deuxième chose, c'est que jusqu'ici, quand même, à l'intérieur d'une même profession libérale, les positionnements étaient relativement uniformes. À peu près, tout le monde faisait à peu près la même chose. Il y a des différences, bien sûr, il y a des gens qui se sont différenciés, mais en moyenne, tout le monde avait un positionnement à peu près uniforme. On peut faire l'hypothèse très forte qu'il y aura des positionnements différenciés. Et ça, évidemment, ça veut dire une nécessité de choix stratégiques réels. Là-dessus, d'ailleurs, on peut aussi penser qu'il y aura une certaine baisse du CA, une certaine hausse des coûts dans pas mal de situations. Donc, il va falloir faire des choix. Il va vraiment falloir faire des choix. Et moi, j'ai tendance à dire quand même que pour certaines professions, alors pas pour toutes, mais pour certaines professions, tous ces éléments combinés construisent ce qu'on appelle une tempête parfaite. Où en gros, on est là, quoi. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas à travers, mais c'est peut-être passé le moment de se dire, vu qu'on est passé à travers toutes les tempêtes précédentes, eh bien, nous passerons à travers les tempêtes futures. Parce que ça, maintenant, que chaque fois que vous entendrez ça, entendez le glou-glou de la dinde, quoi. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer par rapport à tout ça? Je peux vous proposer, en fait, 3 grandes options stratégiques. Il y a 3 possibilités qu'on voit poindre. Alors là encore, il faudrait creuser ça dans le cas de chacune des professions, mais globalement, il y a 3 choses qu'on peut anticiper. La première, c'est la salle de musculation. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs puissants qui vont arriver, il y a des investisseurs, il y a des financiers, il y a des gens qui veulent rentrer dans certaines professions pour des raisons diverses. Il va falloir se blinder. Ces outils technologiques, il va falloir les maîtriser. La solidité financière, il va falloir l'acquérir. Et cette salle de musculation, elle sera indispensable pour résister aux assauts de certains. Évidemment, elle peut passer aussi par des regroupements, c'est le bon endroit pour en parler, et par des réflexions collectives qui permettront de mieux résister à ces assauts des nouveaux venus, qui, eux, ne seront pas des professions libérales au passage. La deuxième possibilité, c'est l'Institut de beauté. C'est-à-dire que tous ces investisseurs qui veulent rentrer dans les industries, ils vont avoir besoin évidemment de racheter des compétences existantes.
Et il faudra essayer, quand ils voudront racheter les compétences existantes, évidemment, d'être les plus beaux pour être rachetés au meilleur prix. Et on voit certains qui, comprenant qu'ils n'auront pas forcément des repreneurs parmi les jeunes qui se lancent sur le marché, envisagent très clairement de revendre à des investisseurs, ce qui est une porte de sortie comme une autre. Et l'Institut de beauté, évidemment, en fait partie, être la plus belle pour se faire racheter au meilleur prix. La troisième solution, moi, qui me séduit plus en tant que professeur de stratégie, évidemment, c'est la niche. C'est-à-dire de trouver le positionnement intelligent, le positionnement qui fait que, on sera en dehors de cette tempête, du moins marqué par cette tempête. Mais pour ça, il va falloir une nouvelle fois, et j'insiste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir la capacité à renoncer. Je reprécise une chose sur la renonciation, au passage. Vous comprendrez très facilement que la renonciation est antagoniste avec une démarche purement commerciale. Une démarche purement commerciale consiste à faire plaisir à tous les clients et à satisfaire tous les besoins. Et ça peut être une tendance naturelle quand on est spécialiste de quelque chose. Mais ça, c'est anti-stratégique. Quand on fait la stratégie, il faut refuser de vendre à certains clients. Il faut refuser de proposer certaines offres. Et ce n'est pas facile. Surtout quand, en plus, on constate que le chiffre d'affaires n'est pas forcément sur une tendance haussière. Et donc, ça va nécessiter des choix, et des choix compliqués. Mais si on définit les bons choix, si on a la bonne niche, ça peut fonctionner. Et il y a d'autres industries dans d'autres domaines et dans d'autres pays qui ont montré que ça peut fonctionner. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir qu'il y a 3 grands critères pour savoir si une stratégie est intéressante ou pas. Il y a 3 grandes choses à prendre en compte qui peuvent être utiles en fait, à ce choix, à cette renonciation éventuelle. Le premier critère, évidemment, il faut qu'elle soit pertinente. Pertinente, ça veut dire, c'est quoi qu'il faut vraiment faire par rapport aux évolutions réglementaires, concurrentielles, économiques, sociologiques, etc. Avoir bien compris cette évolution de l'environnement pour toujours être en phase. Et donc ça, c'est une stratégie pertinente, c'est celle qui est en phase avec son environnement. Ça paraît être la moindre des choses, mais il y a des cas très intéressants où des entreprises ont développé des stratégies qui n'étaient pas en phase avec l'environnement. Donc, pertinence et en phase avec l'environnement. La deuxième condition de succès, il faut que la stratégie soit faisable, bien sûr, ce que l'on peut faire. Il faut avoir les ressources, il faut avoir les compétences pour, effectivement, mettre en œuvre la stratégie qu'on a choisie. Et je vois, de manière pas si rare que ça, des entreprises se donner des ambitions stratégiques, alors quelquefois ils appellent ça des visions, sur lesquelles ils ne se sont pas vraiment posé la question des ressources et compétences permettant de les réaliser. Une vision sans application, ça ne sert à rien. Sans action, le monde serait resté une idée pure. Donc ça n'a très peu d'intérêt. Et puis la troisième, il ne faut jamais l'oublier, la troisième, c'est l'acceptabilité. C'est ce que l'on veut vraiment faire. Et c'est assez surprenant de voir parfois qu'il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des choses que l'on pourrait faire, mais on refuse de les faire. Ah non, ça c'est pas nous, ça c'est pas notre ADN, c'est pas comme ça qu'on a fait historiquement, on n'aime pas ça. Et on peut passer à côté d'opportunités majeures, uniquement pour des raisons de conviction. Alors je les comprends, je les respecte, parfois elles sont tout à fait respectables évidemment, mais ça peut impliquer que on va passer à côté d'opportunités intéressantes simplement parce qu'on ne veut pas faire certaines choses. Et suivre les évolutions du marché est souvent beaucoup plus important que de suivre ses propres représentations qui, je le rappelle, sont fondées sur des représentations passées. Alors, si il vous manque un des 3, ça ne va pas du tout. Par exemple, quelque chose qui n'est pas acceptable, mais qui est pertinent et faisable, j'appelle ça un exercice de style. C'est-à-dire vous allez concevoir, je sais pas moi, une très belle présentation PowerPoint, un très beau plan stratégique, un très beau discours, mais en fait, les parties prenantes importantes qui pourraient vous permettre d'appliquer cette stratégie ne sont pas d'accord. Et donc, croyez-moi, ça ne se fera pas. Ça restera un projet totalement avorté. Pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une acceptabilité. Et pas une acceptabilité individuelle, une acceptabilité collective. Il peut y avoir des situations aussi où c'est faisable, on est tous d'accord pour le faire, sauf que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Et ça se voit aussi. Ça se voit aussi. Un exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est le bon vieil exemple de Kodak. On est les meilleurs du monde dans l'argentique. On est super content pour faire de l'argentique. On a toutes les compétences pour faire de l'argentique. Faisons de l'argentique. Oui, sauf qu'il fallait faire du numérique. Et donc là, on a une stratégie qui n'est pas pertinente du tout. Et puis, je l'ai dit, il y a beaucoup de situations aussi, j'en ai vu beaucoup, où on a une stratégie qui est pertinente par rapport aux évolutions du monde. On a une stratégie qui est acceptable par tout le monde, mais on ne s'est pas vraiment posé la question des ressources que ça va impliquer.
appliquer et des compétences qui vont être nécessaires. Et c'est ça qui fait souvent défaut. Et là, j'appelle ça la lettre au Père Noël. Ça. Combien de fois j'ai vu des stratégies, c'est ah ben voilà, je veux devenir le meilleur dans mon domaine sur mon territoire. C'est ça ma stratégie. Ah bon? Mais comment tu vas faire exactement? En tout cas, c'est ma vision et c'est ma stratégie. Oui. Alors, petite précision à cet égard, d'ailleurs, une stratégie n'est jamais un quoi. Une stratégie, c'est un comment. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire. La question, c'est comment on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas le plus difficile. Le comment on va le faire. On citait De Gaulle tout à l'heure. Il y a une phrase qui est terrible. C'est l'intendance suivra. Ben non. Non, non, non. Le problème, c'est l'intendance, justement. Il y a un général américain, Bradley, qui disait les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Tout est dans l'application, en fait. Ça, c'est du Napoléon, d'ailleurs. Dans la stratégie, tout est dans l'application. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que je vous propose, c'est une dernière chose, c'est de se demander si vous-même, vous avez une stratégie. Et pour faire ça, on va se poser la question inverse et se dire, dans quelle situation est-ce que vous n'avez éventuellement pas de stratégie ? Alors, on peut dire que vous n'avez pas de stratégie, donc quelle que soit l'organisation qu'on va observer, vous n'avez pas de stratégie si, petit a, vous avez la même stratégie qu'il y a 10 ans. Ah oui, parce qu'il s'en est passé des choses. Ça a été brillamment évoqué juste avant. Il s'est passé beaucoup de choses. Et si vous avez la même stratégie qu'il y a 10 ans, vous avez un problème, parce que vous êtes passé à côté des évolutions du monde, qu'elles soient réglementaires, géopolitiques, sociologiques, technologiques, enfin, celles que vous voulez. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais nos ambitions n'ont pas changé. Ah oui, oui, vos ambitions n'ont peut-être pas changé. Mais une nouvelle fois, la stratégie, ce n'est pas vos ambitions. La stratégie, c'est comment vous le faites. C'est le quoi, c'est le comment, c'est pas le quoi. Il y a une blague que j'aime bien raconter, c'est pas une blague, mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter à cet égard, c'est la situation de L'Oréal, l'entreprise française L'Oréal, qui n'a pas changé, je pense, de quoi depuis sa création. C'est quelque chose comme la beauté par la science, je crois, ou quelque chose comme ça. En revanche, le comment a changé énormément. Ils n'ont plus du tout le même périmètre d'activité, ils ne sont plus du tout présents sur les mêmes pays, ils ne vendent plus tous les mêmes produits, enfin ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et donc le quoi n'a pas changé, le comment lui a changé. Et l'idée intéressante, c'est, je ne sais pas si vous savez ça, mais au départ, dans les années 1930, L'Oréal était une entreprise qui faisait uniquement de la teinture pour cheveux. Et surtout des teintures blondes pour les dames. Et la marque, en fait, s'appelait L'Oréal, parce que ça faisait une jolie auréole autour de la tête de ces dames. Et c'était la teinture L'Oréal, la teinture des dames élégantes. Et tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'ils changent le comment et qu'ils se diversifient dans le déodorant. Et le déodorant L'Oréal... Et donc, ils ont changé le nom de l'entreprise et c'est devenu L'Oréal. Voilà, donc la prochaine fois que vous verrez un produit L'Oréal, souvenez-vous qu'au départ, c'était L'Oréal. C'était assez amusant. Deuxième condition pour savoir si vous n'avez pas de stratégie, c'est vous changez de stratégie tous les 3 mois. Ah bah oui, si vous changez de stratégie tous les 3 mois, vous n'avez pas de stratégie, vous êtes une nouvelle fois, vous êtes un bouchon à la surface, vous êtes une feuille dans le vent, quoi. Enfin, vous êtes, comme on dit souvent maintenant, agile. Alors, j'ai rien contre l'agilité au passage. L'agilité, c'est très très bien, mais ça a un coût très important. Il y a un coût très important de l'agilité. Ah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plus grands succès stratégiques ont la même cause que les plus grands échecs stratégiques. C'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont choisi et on s'est engagé sur ces choix et on a alloué les ressources nécessaires. Et dans un cas, c'était un bon choix et ça fait un succès. Dans l'autre cas, c'était un mauvais choix et ça fait un échec. Mais au moins, on s'est engagé et on a alloué les ressources. L'agilité, ça consiste à faire rigoureusement l'inverse. Ça consiste à surtout pas allouer des ressources, le moins possible, ne surtout pas s'engager pour être capable de renier ses engagements en permanence si jamais il faut bouger. Et ça a une grande qualité, c'est que ça permet d'éviter les grands échecs. C'est bien, mais ça a un énorme inconvénient, c'est que ça empêche d'avoir les grands succès. Ah oui, jamais aucune organisation n'aura un succès majeur parce qu'elle est agile. Non, une organisation, parce qu'elle est agile, évitera les grands échecs. Mais vous voyez qu'il y a un prix à payer quand même, c'est qu'on n'a pas les grands succès. Et une nouvelle fois, il faut accepter de renoncer, quoi. Il faut accepter de choisir. Et c'est pas facile. Et l'agilité, c'est une manière de ne pas choisir, en fait, qui peut se légitimer dans certaines situations, mais qui évitera, malheureusement, les grands succès. La troisième chose qui vous permet de savoir si vous n'avez ou pas une stratégie, alors celle-là, elle est plus étrange, c'est l'inverse de votre stratégie est stupide. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? Bon, imaginez un membre de votre
Dr Assemblée qui dit « Notre stratégie repose sur l'accompagnement de nos clients grâce à notre expertise technique accréditée, ce qui nous permet d'agir en tant que tiers de confiance. » Ouais, ça vous paraîtrait plutôt pas mal pour une profession libérale, ça. Bon, prenons l'inverse de ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'inverse, ça donne « Notre stratégie consiste à négliger les attentes de nos clients, faute d'expertise technique accréditée, ce qui fait que nos actions ne suscitent aucune confiance. » Vous êtes d'accord avec moi que c'est stupide. Vous ne pouvez pas être une profession libérale avec une stratégie comme ça. Eh bien ça a une conséquence. La conséquence, c'est que ce que vous avez en range au-dessus, en fait, c'est creux. Ça n'explique aucune espèce de choix, aucune espèce de positionnement. Ça explique juste votre métier, en fait. Et la stratégie, ça ne consiste pas à appliquer votre métier. Ça consiste à faire des choix. Et vous faites un choix qui a du sens lorsque l'inverse de ce choix a du sens aussi. Là, il y a eu un choix. Mais si vous faites un choix dont l'inverse est stupide, vous n'avez rien choisi et tout le monde fera la même chose que vous. Et donc, si l'inverse de votre stratégie est stupide, eh bien, vous n'avez pas de stratégie. Vous me suivez? Ouais, elle était un petit peu plus rigolote, celle-là, mais elle est plutôt pas mal. Et puis, il nous reste la quatrième. La quatrième, c'est vous n'avez pas de stratégie, et je l'ai évoqué déjà, et donc j'y reviens, si évidemment, alors vos collaborateurs, ou plus largement d'ailleurs toutes les parties prenantes importantes, ne comprennent pas votre stratégie. Ah ben oui, parce que tout est dans l'application. Et si ceux qui sont chargés de l'appliquer ne comprennent pas, ils ne le feront pas. Ils feront autre chose. Alors, ce n'est pas forcément catastrophique d'ailleurs. Peut-être que ce qu'ils feront, c'est aussi bien que ce que vous aviez prévu. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que vous avez prévu. Et ça, c'est un petit peu rageant. Et donc, évidemment, ça permet de s'inscrire en faux contre un certain nombre d'idées. Tiens, par exemple, j'ai toujours eu un étonnement face à la notion de stratégie confidentielle. C'est la stratégie qui est enfermée dans un coffre, puis de temps en temps, il y a le dirigeant qui ouvre le coffre, il regarde le coffre, dit « Ah oui, c'est ça la stratégie », puis il referme le coffre très vite pour que personne soit au courant, surtout. Là, la probabilité en fait, que la stratégie existe, elle est nulle, quoi, tout simplement. Non, une stratégie, il faut qu'elle soit connue par tous, il faut qu'elle soit partagée par tous, il faut qu'elle soit acceptée par tous, il faut qu'on l'ait expliquée à tout le monde, à la fois, que ce soit les collaborateurs, les éventuels investisseurs, toutes les parties prenantes, mais même les principaux clients. Il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe, en fait. Parce que sinon, il se passera autre chose. À cet égard, il y a un test que vous pouvez faire dès la semaine prochaine, qui est d'une grande cruauté, je vous préviens par avance. C'est vous attrapez 3 de vos clients ou 3 de vos collaborateurs séparément. Et puis vous leur demandez, c'est quoi notre stratégie? Et alors, vous allez voir, vous risquez souvent d'avoir des réponses du genre notre quoi? Ou alors, je ne savais même pas qu'on en avait une. Ou alors, ils vont vous donner 3 réponses, mais qui ne sont pas les mêmes. Ou alors, encore pire, ils vous donnent 3 fois la même réponse, mais c'était la stratégie il y a 10 ans. Non, ça doit marcher à condition que les personnes que vous interrogez soient capables de répondre. Et ça implique que ça puisse s'expliquer de manière simple et convaincante, et que tout le monde décide que oui, c'est effectivement ça qu'on va faire. Parce qu'une nouvelle fois, tout est dans l'application. Ça va? Allez, on termine. Je voulais mettre un dernier mot. Alors, le dernier mot, je l'ai emprunté à un économiste, je l'ai emprunté à Keynes. Et Keynes, il disait la chose suivante, la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Et je me demande si Keynes, à un moment dans sa vie, en dehors de sa brillante carrière d'économiste, il n'aurait pas eu un élevage de dinde. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment Frédéric Fréry pour cette démonstration brillante de l'intérêt d'une bonne stratégie. Et nous n'aurons plus jamais le même regard ni sur les dindes, ni sur les déodorants grâce à vous. Merci infiniment, Frédéric Fréry.